Je pense qu'on peut enchaîner maintenant avec, s'il n'y a pas d'autres questions, avec l'intervention de Maxime Alter, toujours sur le même sujet de l'utilisation de l'IA pour générer des écosses. Bonjour, vous Maxime, m'entendez? très bien, merci. Parfait. Du coup, Maxime Alter, je suis ingénieur de recherche pour la faculté de médecine de Strasbourg et je travaille notamment avec le professeur Solo dans le cadre du projet Sens. Euh, je vais commencer par représenter des usages qui ont déjà été évoqués, mais les expérimentations qu'on a fait, entre autres, nous, on a essayé de générer des scripts d'Ecos et on a essayé aussi d'avoir une fonctionnalité de chatbot d'entraînement pour les patients simulés. On va s'intéresser d'abord à la génération des scripts d'Écosse. Donc, on a fait ça avec un modèle personnalisé. On a pris la même voie au final que les collègues présentés avant, c'est-à-dire qu'on a fait un prompt assez long, très détaillé. Donc, je vous ai mis le début ici. Et en gros, l'idée, c'est que dans ce prompt, on lui explique très exactement ce qu'il doit faire. Donc, il doit générer un script d'Écosse et on lui donne des documents de référence. Donc là, les surlignages en jaune ne sont pas au bon endroit, mais l'idée, c'est qu'on lui dit à chaque endroit où est-ce qu'il doit se référer. On lui a donné, par exemple, les items de connaissances auxquels il doit se référer et les situations de départ. Donc, ça permet en fait, une fois qu'on lui demande on peut par exemple lui demander de créer une station sur un item bien précis. Et on peut voir dans le texte que voilà, l'objectif de connaissance, il respecte bien, il prend l'item 177 qu'on lui a demandé. Et pour la situation de départ, il va chercher le bon item dans les listes qu'on lui a fournies. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'on disait avant, effectivement, la qualité des textes qu'on génère, en tout cas, nous, on a remarqué que c'était bien supérieur quand il avait accès à des données que nous, on estime fiables. Dès qu'il n'a pas ces données-là, effectivement, il aura très vite tendance à aller chercher des choses sur Internet ou à inventer des numéros dans des items qui n'existent pas, par exemple. Euh, donc voilà pour le premier usage. Le deuxième usage, c'était donc de faire un chatbot d'entraînement pour les patients simulés, c'est-à-dire de pouvoir confronter un patient simulé à différents étudiants, une infinité d'étudiants en fait qui ont des profils eux-mêmes différents. Donc pour faire ça, on a fait un peu le même cheminement avec un modèle personnalisé et du coup du prompt engineering pour décrire très précisément en fait un jeu de rôle dans lequel le LLM répondrait et dans lequel on intègre une création de personnages. Sur différents critères, en fait, il va créer un nouveau personnage d'étudiant, donc avec un niveau qui peut varier entre 0 et 10, un niveau de stress qui peut varier. Est-ce que cet étudiant va respecter les consignes ou pas? Et le but, en fait, c'est d'avoir une infinité de réponses possibles et qu'un patient simulé puisse interagir avec, qu'on puisse lui poser des questions auxquelles on ne penserait pas forcément. Donc voilà, ces deux projets en fait sont menés avec donc l'équipe à la faculté de médecine qui s'occupe des Écosses et notamment le docteur Zumstein qui m'accompagne là-dessus et on a déjà réussi à valider un script du coup qui sera présenté aux prochaines sessions d'Écosse, qui a initialement été généré puis corrigé par des humains. Euh, je suis passé assez rapidement sur le début pour prendre un peu plus de temps sur cette partie-là qui n'a pas encore été abordée. C'est la question des outils. Et pour le coup, en fait, on a une solution assez intéressante à Strasbourg, c'est que on a une interface en fait qui est bien pensée pour le partage en fait de ces outils IA. C'est basé sur une solution open source, ça s'appelle Open Web UI. Ça ressemble beaucoup à la page internet qu'on aurait avec ChatGPT, à l'exception qu'on a le contrôle complet sur cette interface. Donc on peut créer nos modèles personnalisés. Là, je vous ai mis, donc voilà, par exemple, le modèle étudiant simulé. On gère nos propres utilisateurs, donc on peut faire des groupes d'utilisateurs et on peut leur donner des droits d'accéder à un modèle ou non. Et ça permet en fait quand on avance sur un modèle, de directement proposer à un collègue de le tester sans qu'il ait besoin de payer un abonnement ChatGPT ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant et donc on peut se partager en fait des modèles personnalisés ou même des bases de connaissances, des documents qu'on créerait pour servir de base de connaissances à un modèle, on peut très facilement les partager. Si on peut voir sur la diapo suivante, les réflexions qu'on a eues autour de le fait que ce soit intéressant d'avoir des IA locales,
c'est justement là, sur cette question de l'interface. Donc, si vous utilisez ChatGPT, en fait, vous utilisez que des choses externes. C'est-à-dire que vous avez le modèle d'OpenAI qui est sur Internet, donc les calculs sont faits dans un data center, on ne sait pas trop où. Et même l'interface, oula, un peu vite dans les diapos, mais même l'interface, en fait, elle est externe. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent leurs utilisateurs, c'est eux qui gèrent comment est-ce qu'ils enregistrent les textes, les requêtes, etc. La première démarche qu'on a eue, c'est de dire, voilà, on va ramener cette interface en local, on va reprendre le contrôle là-dessus. Et donc, c'est ce que je vous mentionnais avant avec OpenWeb UI. On est allé un cran plus loin, dans le sens où, voilà, au niveau de l'université, on a eu des financements pour acheter un peu de matériel. Donc, on a acheté des cartes graphiques qui permettent de faire ces calculs d'inférence. Donc, c'est pour faire fonctionner en fait une IA locale. Et du coup, là, on essaie de se passer complètement des modèles externes. Donc, on fait plus appel à ChatGPT ou Claude ou autre, mais on a des modèles open source qu'on fait tourner du coup sur nos propres serveurs. Ça veut dire qu'à terme, on pourrait couper complètement Internet et continuer à générer du contenu via des IA. Et du coup, là où c'est intéressant aussi, c'est que bah, on aura un peu plus confiance dans les données qu'on va lui donner. C'est-à-dire que il y a différents types de données sensibles. Donc ça peut être voilà, des bases documentaires qu'on voudrait lui mettre à disposition pour qu'il génère du contenu de meilleure qualité. On n'aurait pas forcément envie que ces bases documentaires partent on ne sait où. Et du coup, si on a l'intégralité de la chaîne en local, on a un peu plus confiance dans les données qu'on peut lui donner. Et on sait qu'elles ne partiront pas chez OpenAI, par exemple, pour qu'ils entraînent des modèles encore meilleurs. Et du coup, je profiterai aussi de cette diapo, s'il me reste juste 1 ou 2 minutes, pour aborder aussi une question Donc, on a des données sensibles. La première chose qui nous viendra en tête, c'est voilà, c'est des informations qu'on n'a pas forcément envie de partager. Il y a un deuxième type de données qui est très sensible, mais qui l'est plus à long terme, c'est les données d'utilisation. C'est-à-dire que quand vous, utilisateur, vous allez demander à ChatGPT de générer, par exemple, un script d'Ecos, le fait que vous l'utilisiez ou pas, ou de temps en temps il va vous demander si le résultat vous convient, ces données-là en fait sont extrêmement importantes pour réentraîner les modèles. Un intervenant précédent l'avait mentionné, mais voilà, en fait c'est ces données-là d'utilisation qui vont permettre d'améliorer les modèles. Et donc si on utilise des outils externes, en fait on met à contribution notre expertise pour dire si un cas clinique ou si un script d'Ecos pardon est intéressant ou non. Et tôt ou tard, en fait, le modèle sera meilleur que nous pour dire si ce script est intéressant ou pas. Donc il y a aussi un enjeu à moyen long terme, on va dire, de reprendre la maîtrise là-dessus et de faire ça en local pour ne pas juste mettre à disposition ces connaissances à des boîtes extérieures pour qu'ils entraînent de meilleurs modèles sur nos tâches. Donc voilà, je reprenais simplement mes questions. On va peut-être directement passer aux choses à retenir. L'idée, c'est que les modèles personnalisés, c'est très facile à prendre en main. C'est très polyvalent. Il suffit vraiment juste de lui expliquer. C'est comme écrire une consigne, en fait, hein. On écrit des instructions de ce qu'il doit faire. Et en fonction des réponses qu'il nous donne, on adapte pour qu'on soit bien sûr qu'il ait compris nos instructions. Voilà, c'est possible de développer ces outils en interne, qui soient très spécifiques à nos besoins. Et que du coup, il y a vraiment un intérêt à former des communautés donc à toutes les échelles, que ce soit au niveau de facultés, d'universités ou même nationales, pour voilà, partager ces outils, partager les pratiques et avancer plus vite en fait ensemble. Et le dernier point, donc c'est ce par quoi je voulais finir, hein, c'est faut porter la plus grande attention aux données qu'on lui donne et que ce soit les données qu'on lui fournit en tant que document ou les données d'utilisation que lui peut en sortir de comment est-ce qu'on utilise leur modèle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment passionnant l'idée d'un système qui soit local et fermé. Pour plein de raisons, on a des réactions et des questions par rapport justement à la puissance de calcul qui est nécessaire pour faire tourner de façon Mhm. locale un système comme Yama, par exemple. Bah, je vais répondre aux deux questions en même temps en fait. En termes de matériel, l'université a acquis deux H100 et deux L40S qui sont des cartes qui ont un certain coût, hein, donc c'est du matériel professionnel. C'est des cartes que OpenAI utilise par exemple pour entraîner ChatGPT 4. Mais voilà, ça nous permet de faire tourner des modèles assez importants. On a fait des tests sur des modèles 30B qui tournent très bien. Après, en termes de modèle, on n'a pas choisi forcément Llama 3, on a choisi ce qui se fait de mieux en tant que modèle open source. Et actuellement, c'est DeepSeek et Qwen
qui sont initialement entraînés par des entreprises chinoises, mais qu'on fait tourner complètement en local, qui n'ont plus aucune connexion. D'accord. Et en termes de Et budget, pour vous donner une idée, les cartes graphiques que je mentionnais avant, hein, une H100, ça va coûter entre 30 et 40 000 euros et une L40 environ 10 000 euros. d'accord. Est-ce que pour compléter ça, vous avez fait une évaluation de ce que ça représenterait en achat de temps GPU sur des instances qui seraient souveraines dans un data center, enfin, dans un calcul center quelque part ici en France, par exemple? Clairement, à l'achat, les coûts sont très importants, hein, mais l'idée, c'est aussi d'expérimenter ce qu'on est capable de faire localement. Euh, voilà, donc c'est un premier achat. Ça suffira clairement pas si on veut, par exemple, ouvrir à tous les étudiants. Donc là, il est question de se dire, est-ce qu'on achète du calcul des data centers en France ou en Europe? Elle se reposera, mais l'idée quand même de maîtriser un peu la partie matérielle qui est en dessous, je pense que c'est très intéressant en termes de développement et de maîtrise des outils qu'on peut faire. C'est sûrement passionnant, mais si j'ai la faiblesse de croire qu'il y a des gens qui s'enquiquinent à monter des fermes de calcul pour vous les proposer à tous, enfin pour nous les proposer à nous tous, hein, au final, et Mhm. en nous donnant la garantie que les données, puisque c'est juste ça qu'on triture dans le moulin, que les données nous appartiennent du début à la fin, en fait, on enlève de l'équation le point dur que représente l'achat de matériel. Oui, c'est sûr. Après, à l'échelle d'une institution comme l'université entière, Bien c'est pas sûr. des sommes qui sont exorbitantes non plus, hein, mais je pense que la question se pose à terme quand on veut si on veut vraiment ouvrir l'usage et avoir des dizaines ou des centaines d'utilisateurs simultanés. Clairement, là, c'est des sommes qui sont beaucoup plus importantes et la question de, de prendre des data centers, elle se reposera à ce moment-là, oui, clairement. Merci pour tout ça, Maxime. Très bien.